Bonjour à tous. Un petit peu de retard compte tenu des difficultés de transport en région parisienne aujourd'hui. Donc la conférence à laquelle vous allez assister, et c'est pas un secret, c'est écrit sur le titre du PowerPoint, les métiers de la chimie au CNRS. CNRS, c'est le Centre national de la recherche scientifique qui couvre la plupart des disciplines scientifiques, peut-être à l'exception notable des mathématiques. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un département maths. Toujours est-il que Pascal Breuil va vous raconter ce que sont les métiers de la chimie au CNRS, et puisque c'est pas la première fois que j'ai la chance de l'écouter, vous allez voir que le CNRS c'est pas réservé au bac plus 8 et au bac plus 10. Il y a plein de métiers en particulier dans la chimie, mais c'est pas moi qui vais vous en parler, c'est Monsieur Breuil auquel je laisse la parole. Merci monsieur. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle donc Pascal Breuil. Alors, vous avez vu, on m'a mis un petit truc à côté, on m'a mis DR à côté, là, vous voyez, je suis docteur. Alors, j'ai eu l'occasion déjà de discuter avec certains d'entre vous sur le stand. Ils étaient étonnés, ils me disent, mais docteur, normalement, c'est pour la médecine. Mais il n'y a pas que des docteurs en médecine, on en parlera tout à l'heure. Ce titre nous est conféré quand on a fait 8 ans d'études et qu'on a obtenu un doctorat. Et c'est vrai que c'est la porte d'accès au métier de la recherche au CNRS. Mais ce que je voudrais dire avant tout, c'est que le CNRS est une très grande entreprise. Qui a déjà entendu parler du CNRS parmi vous? Pas beaucoup, hein? Par contre, souvent, à la télévision, vous avez des chercheurs, des spécialistes qui viennent discuter aux informations nationales et qui viennent vous expliquer un peu ce qu'est la médecine, ce qu'est la chimie, ce qu'est la biologie. Ce sont souvent des gens qui sont au CNRS. Et on se rend compte d'ailleurs que le CNRS est mondialement connu, vous verrez, il a une position stratégique internationalement, mais en France, il est assez peu connu et assez peu connu des jeunes. Donc je vais vous expliquer en fait ce qu'est le CNRS, parce que vous allez voir c'est une entreprise exceptionnelle. Et vous allez voir que donc la chimie y est présente, et je voudrais insister, avant d'insister sur les métiers de la chimie, sur ce qu'est la chimie. Vous allez vous rendre compte que la chimie, elle est un peu partout, et qu'il y aura sûrement des domaines de la chimie qui vous intéresseront. Bon, ça c'est le sommaire. Donc, le Centre national de la recherche scientifique est un organisme public. Ça veut dire que c'est une entreprise qui est payée par l'État, donc par les impôts de la nation, donc par vous bientôt aussi. Et il est placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et, j'aurais dû rajouter récemment, de l'Éducation nationale. Donc on a mis sous le même ministère tout ce qui confère la formation, la recherche et l'innovation, puisque avoir des diplômes, chercher un travail, ensuite appliquer ce travail dans le cadre de la recherche ou dans le cadre de l'industrie, eh bien ça peut être l'objet d'un grand ministère, et c'est ce qui a été décidé récemment par le président Hollande. À quoi sert le CNRS? Qu'est-ce qu'on fait au CNRS? Le CNRS produit du savoir et met ce savoir au service de la société. Donc les chercheurs sont là pour trouver de nouveaux médicaments, pour trouver de nouvelles molécules et les mettre au service de la société, c'est-à-dire à votre service, en écoutant quels sont les besoins que vous avez en termes de médicaments, en termes d'ordinateurs, etc. Oui, tous les champs que couvre la science. Et il couvre tous les champs disciplinaires, comme l'a dit mon collègue, à savoir qu'il y a 8 instituts, en fait il y a 10 instituts, 8 instituts plus 2 instituts nationaux, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est un institut national, mais en tout cas il couvre tous les champs disciplinaires. Alors regardez, vous avez la rosace là, donc les champs disciplinaires, bon, il y a la chimie en bleu, alors attends je vais essayer de voir, vous avez la chimie, hop là, vous avez l'écologie, la physique des particules, la biologie, les sciences humaines, parce qu'on oublie souvent que les sciences humaines, la politique, la géographie, l'histoire, ce sont des sciences, les mathématiques, les sciences de l'ingénierie, les sciences informatiques et les sciences de l'univers, qui regroupent des choses aussi diverses que l'astronomie, par exemple, tout à fait. Donc vous le voyez, le CNRS, ce n'est pas que la chimie, c'est toutes les sciences. Et ça, c'est unique au monde. Il n'existe qu'un seul organisme d'État qui couvre tous les champs disciplinaires, c'est le CNRS. Alors vous allez voir un peu ce qu'est le CNRS en termes de chiffres. Alors ça peut peut-être ne pas vous parler, mais sachez quand même qu'avec 33 000 personnes, c'est une très grosse entreprise. Cette entreprise est constituée de 25 000 statutaires, c'est-à-dire 25 000 fonctionnaires de l'État, et de
qui sont composés de 11 000 chercheurs et 13 000 ingénieurs, techniciens et administratifs. Donc vous voyez, dès le début de la présentation du CNRS, j'insiste sur le fait qu'il y a des chercheurs, mais qu'il y a aussi des ingénieurs, et qu'il y a des techniciens, et qu'il y a des personnels administratifs. Et à côté de ces 25 000 personnes fonctionnaires, s'ajoutent 8 500 personnels qui sont des personnels contractuels, c'est-à-dire des personnels que l'on engage ponctuellement pour faire marcher nos laboratoires. Le budget du CNRS est un très gros budget qui est de 3,4 milliards d'euros et qui est destiné principalement à payer les chercheurs, les ingénieurs et les techniciens du CNRS. Nous générons 800 000 euros de ressources propres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le CNRS n'est pas uniquement une collection de laboratoires dans lesquels on fait de la recherche, mais c'est aussi des laboratoires qui ont des contrats avec les industriels pour développer des molécules, pour développer des outils, et cela rapporte de l'argent, et on en parlera tout à l'heure, c'est fondamental que vous ayez bien conscience que le CNRS n'est pas simplement une collection de laboratoires qui fait de la recherche, puis on met les molécules dans un tiroir, mais c'est un organisme qui a de très grosses collaborations avec le monde industriel. Vous verrez sur les stands qu'il y a des entreprises avec lesquelles nous travaillons en lien direct très très fort, et cela génère de l'argent, donc 800 millions d'euros, c'est-à-dire que le CNRS coûte à l'État, à vous donc aux contribuables, 3,4 milliards d'euros, mais il rapporte aussi 800 millions d'euros de par son travail. Il a une implantation nationale, c'est-à-dire vous trouverez des laboratoires du CNRS partout en France, et aussi à l'étranger, mais partout sur le territoire national. Et on s'appuie sur à peu près 1100 unités de recherche, c'est-à-dire 1100 très gros laboratoires dans lesquels il y a des équipes. Et donc dans ces 1100 laboratoires, vous verrez tout à l'heure, on a à peu près plus de 20% qui sont des unités de chimie ou de chimie industrielle. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le CNRS n'est pas une entité désincarnée qui travaillerait dans ces laboratoires et ne collaborerait pas ou n'aurait pas de partenariat avec l'industrie. Nous avons créé 1026 start-up, c'est-à-dire que des chercheurs du CNRS ont décidé à un moment d'appliquer leurs recherches à des fins industrielles et ont créé des entreprises. Vous verrez à côté du stand du CNRS une entreprise qui s'appelle Innoveox. Innoveox est une start-up, a commencé comme une start-up du CNRS, elle est maintenant cotée en bourse et elle a eu un très très beau parcours. J'insiste là-dessus parce que je voudrais que vous soyez convaincus que le CNRS, c'est la recherche, mais la recherche c'est aussi l'innovation. Ça c'est fondamental. Et que dans votre parcours, si vous rentrez au CNRS, peut-être que vous rentrerez comme chercheur ou ingénieur, mais peut-être qu'ensuite vous pourrez appliquer le résultat de votre recherche à des fins industrielles. Pour faire par exemple des téléphones portables, des médicaments, on verra ça tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que le CNRS? Alors, bien sûr, je suis là pour vous dire que le CNRS est une grande entreprise, mais faut-il encore le prouver, hein. Il faut savoir que 20 lauréats, 20 prix Nobel et 12 médailles Fields. La médaille Fields, c'est le prix Nobel de mathématiques. Parce que quand M. Nobel a fait son prix, a décerné les prix, il avait, entre guillemets, oublié les mathématiques. Donc les mathématiciens ont dit, nous aussi on veut une médaille. Donc 20 lauréats du prix Nobel et 12 lauréats de la médaille Fields sont des chercheurs du CNRS. Et le CNRS se place parmi le premier organisme européen. Il est à la première place au niveau international en termes de ce qu'on appelle la production scientifique, c'est-à-dire qu'en fait, quand un chercheur fait une découverte, il la rédige, il écrit une publication, et cette publication montre qu'il a trouvé quelque chose. Et donc la France peut s'enorgueillir d'avoir un organisme qui est placé premier au niveau de la production scientifique. Et il est aussi, et j'insiste, dans le top 100 des innovateurs, c'est-à-dire que parmi les 100 premières entreprises innovantes en France, eh bien, se trouve le CNRS. Je vous ai listé là les derniers prix Nobel. Alors vous voyez, en 2011, on a eu un prix Nobel en médecine qui était du CNRS, en physique en 2012, en chimie en 2013 et en économie en 2014. Le dernier prix Nobel, Jean Tirole, travaille dans une unité du CNRS à Toulouse. Alors, le CNRS, c'est en France, mais le CNRS a énormément de collaborations internationales.
il a plus de 35 de ces laboratoires qui sont implantés à l'étranger. Il a 22 centres de recherche spécifiques à l'étranger aussi. Là, ce sont des centres que nous partageons avec le ministère des Affaires étrangères, surtout dans les missions en archéologie, par exemple. Hein. Vous comprenez bien que un chercheur en France qui va faire de l'archéologie va avoir besoin d'aller en Égypte, par exemple. Donc il faut qu'il y ait un laboratoire en Égypte qui soit capable de le recevoir. Et nous avons donc aussi 162 laboratoires internationaux et 103 réseaux internationaux. Donc ce qui veut dire que le CNRS est implanté dans le monde, avec même à certains endroits carrément des unités du CNRS qui sont co-dirigées avec nos partenaires étrangers. Et nous avons donc à peu près 300 projets internationaux. Donc ça c'est très important, la dimension internationale est fondamentale, ce qui explique pourquoi aussi souvent les publications sont écrites en anglais, de façon à ce que ça soit compréhensible par tous. Et c'est pour ça qu'il est aussi important que vous puissiez bien apprendre l'anglais à l'école, ce qui est souvent le cas, n'est-ce pas ? Hein ? C'est fondamental. Bon, parfait. Bien, alors... Maintenant, on va passer dans le vif du sujet, parce que si vous êtes au village de la chimie, je pense que pour certains d'entre vous, c'est quand même que la chimie vous intéresse. Alors, qu'est-ce que la chimie ? Comment on essaie de l'appréhender ? On l'a divisé en gros en 3 grands domaines. Le premier domaine, c'est la chimie du vivant et pour le vivant, ce qu'on appelle la chimie qui touche à la santé. Le deuxième domaine, c'est ce qu'on appelle la chimie verte et le développement durable. C'est tout ce qui tourne autour des notions d'énergie et de catalyse, c'est-à-dire de trouver des molécules qui accélèrent les réactions chimiques, qui les rendent plus faciles à faire, moins gourmandes en énergie, parce que vous savez que l'énergie, ça coûte cher, et plus on fait des synthèses avec un bas coût énergétique, mieux c'est, bien sûr. Et enfin, tout ce qui est autour de ce qu'on appelle la fonctionnalisation de la matière, c'est-à-dire tout ce que sont les matériaux et les polymères. Les matériaux et les polymères, on en est couverts. C'est les vêtements, c'est les ordinateurs, ce sont les batteries, ce sont les biopolymères, ce sont les prothèses aussi. Donc ça, voilà en gros les 3 grands axes fondamentaux de la recherche au CNRS au niveau de la chimie. Alors, ça c'est un peu le credo du chimiste. Alors on associe souvent la chimie à l'industrie chimique, ce qui est tout à fait normal et ce qui est rare. Il n'y a pas d'autres sciences que l'on associe à une industrie. Et on associe donc aussi la chimie à tous les problèmes qui peuvent arriver lorsque l'on manipule des produits chimiques. Et on aime dire au CNRS que la chimie n'est pas le problème, mais c'est plutôt la solution. À savoir que la chimie, elle fait partie des sciences qui vont permettre de contribuer à combattre la pollution et non pas à la créer, comme on peut l'imaginer, comme on peut le penser, comme on l'entend souvent. La chimie peut aussi aider à produire moins de déchets, donc moins de déchets et moins de pollution. Elle peut aussi aider à partager les ressources de la planète, car comme je vous l'ai dit, si vous trouvez des molécules qui permettent de faire des réactions chimiques moins gourmandes en énergie, en eau, cela permet de garder cette énergie et cette eau à des fins, pour aider les gens à vivre, à consommer de l'énergie pour se chauffer, plutôt que de la dilapider à faire des produits qui sont chers en énergie. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Mettre aussi, bien sûr, tout ce qui est autour de ce qu'on appelle les énergies alternatives, parce que le photovoltaïque, c'est de la chimie. Hein. Donc, créer des panneaux photovoltaïques extrêmement puissants qui permettent de récupérer beaucoup d'énergie grâce à la lumière du soleil, c'est de la chimie, et ça fait partie des choses qui vont permettre justement de rendre les énergies alternatives au pétrole compétitives par rapport au pétrole. Bien sûr, une des autres activités de la chimie, c'est de concevoir de nouveaux matériaux. Donc ça, c'est pas la peine de vous expliquer que c'est très important, parce que les matériaux, ça nous entoure, et on a besoin d'avoir des voitures de plus en plus résistantes, on a besoin d'avoir des batteries de plus en plus efficaces. Donc on a besoin d'avoir des matériaux de plus en plus efficaces. Et maintenant, on a toute une série de nouveaux matériaux qui sont appelés les biomatériaux, des matériaux donc, que l'on peut intégrer dans le corps humain et qui permettent de faire des prothèses, qui permettent de reconstruire des os par exemple ou des tissus.
Donc ça, c'est tout un nouveau pan de la chimie qui est en train de se développer et que nous développons dans nos laboratoires. Bien sûr, la chimie sert aussi à préserver la qualité de l'eau. Donc vous voyez, préserver la qualité de l'eau, c'est un discours qui est différent par rapport à celui que vous entendez, où la chimie est un créateur de polluants qui vont dans l'eau. Certes, les accidents, ça arrive, mais les accidents, ce n'est pas la chimie qui les crée. C'est par exemple une rupture de canalisation. Par contre, le chimiste, quand il est devant une rupture de canalisation, doit être capable d'avoir des produits qui soient, par exemple, adsorbants pour récupérer les produits chimiques, qui soient filtrants pour les purifier. Et c'est un domaine de la chimie qui est extrêmement important. D'ailleurs, c'est ce domaine-là qui a fait qu'en 2011, donc il y a 3 ans, la chimie, c'était l'année internationale de la chimie. Cette année internationale de la chimie a été décidée par les pays du monde entier, et particulièrement par un tout petit pays, qui a de graves problèmes d'eau, qui est l'Éthiopie. Et l'Éthiopie a demandé à ce que la chimie soit érigée en science internationale en 2011, parce qu'elle sait que grâce aux filtres chimiques, grâce aux membranes chimiques, grâce à toutes les molécules chimiques qui permettent de purifier l'eau, ça permettra à des pays qui ont vraiment des besoins en eau de pouvoir assurer leur consommation. Je ne sais pas si certains d'entre vous voyagent, et moi je voyage énormément. Vous savez que d'ouvrir un robinet et boire de l'eau du robinet, c'est un luxe dont on n'a pas idée. Et quand on est dans un pays où on ne peut pas boire l'eau du robinet, sinon on a une diarrhée, on est malade, je peux vous dire que ça change énormément la vision qu'on a de l'eau et du robinet qu'on laisse allumer quand on se brosse les dents, par exemple. Et il y a des pays très bien qui ont quand même des gros problèmes d'eau. Si vous allez en Inde, vous ne pourrez pas boire de l'eau. Si vous allez en Russie, vous ne pourrez pas boire de l'eau partout. Donc il faut faire attention. Alors, en Afrique, là, c'est carrément la captation de l'eau qui est difficile. Et bien là, le chimiste a sa part de responsabilité et c'est un domaine très important de la recherche. Enfin, bien sûr, j'ai fini par ça, mais on peut aussi commencer par ça parce que beaucoup d'entre vous associent la chimie et c'est bien à la santé. Il faut savoir que les médicaments sont des produits chimiques. Alors ce sont souvent des produits chimiques qui sont issus de plantes, en tout cas initialement issus de plantes, mais vous comprendrez bien que si par exemple le médicament le plus puissant du monde doit être extrait d'une plante, ça veut dire qu'il va falloir décimer la planète entière de cette plante pour récupérer les molécules. Ça n'est pas faisable, ça n'est pas souhaitable. Donc ce que font nos chimistes, c'est de récupérer cette molécule de la plante et essayer de la synthétiser par voie chimique dans nos laboratoires de façon à la produire de façon pure et entre guillemets artificielle. Mais ça permet bien sûr d'avoir des médicaments de plus en plus sophistiqués et de pouvoir modifier bien sûr ces médicaments. Donc voilà tout ce que fait toutes les facettes de la chimie et je pense que j'espère vous avoir convaincu que la chimie elle est un peu partout et qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent vous intéresser dans ce champ disciplinaire. Alors pour mener à bien tout ce travail-là, je vais passer assez vite parce que je vais pas vous faire une conférence très longue, mais je préfère après que vous puissiez me poser des questions auxquelles j'essaierai de répondre parce que je ne connais pas tout dans la chimie, vous avez vu comme c'est vaste. Donc je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais sachez quand même que ça c'est pour vous rassurer sur le fait qu'il y a de l'emploi aussi pour vous. Il y a quand même en France 1600 chercheurs et 1500 ingénieurs et techniciens. Et 3500 enseignants-chercheurs qui travaillent dans les unités du CNRS, parce que ce que je n'ai pas dit, mais qui est très important de mentionner, c'est que le CNRS et les universités sont ensemble dans des laboratoires qu'on appelle des unités mixtes et travaillent ensemble à faire de la recherche. La recherche ne se fait pas qu'au CNRS, elle se fait bien sûr aussi à l'université. Et pour ceux qui feront des études, vous verrez que vos professeurs, quand vous serez à l'université, sont en même temps des chercheurs. C'est pour ça qu'on appelle ça les enseignants-chercheurs. Et c'est aussi comme ça que vous allez appréhender le monde de la recherche, parce que souvent on me dit mais comment on rentre dans les labos? On rentre dans les labos souvent grâce à ces professeurs qui vous y emmènent pour les visiter. On a aussi beaucoup de doctorants, alors vous allez voir ce que c'est des doctorants, enfin des gens qui font des doctorats, et des post-doctorants. Et on a 158 très grands laboratoires sur toute la France, ce qui veut dire que quand vous viendrez sur le site du CNRS pour nous demander est-ce qu'il y a un laboratoire près de chez moi, je vous dirai obligatoirement oui, il y en a obligatoirement un près de chez vous, et sur le site du CNRS, tous les laboratoires sont répertoriés avec les numéros de téléphone, les emails, donc vous pouvez leur envoyer vos curriculum vitae et vos lettres d'intention si ça vous intéresse de rentrer au CNRS ou de faire un stage au CNRS. Alors, là je vais passer un peu vite, là on rentre vraiment dans les métiers de la recherche.
Alors, avant de rentrer dans l'histoire d'ingénieurs, docteurs, techniciens, etc., quels sont les grands métiers de la recherche? Les grands métiers de la recherche, ils tournent autour de quelques grands domaines d'études. Le premier, c'est ce qu'on appelle la synthèse et l'étude des molécules et biomolécules. Donc, c'est tous ceux qui voudront faire de la chimie organique et tous ceux qui voudront construire des molécules travailleront dans ce domaine qu'on appelle le domaine de la synthèse. Ensuite, il y a tous ceux qui vont vouloir analyser les molécules, c'est-à-dire faire une cartographie de la molécule, savoir ce qu'elle est. Vous avez vu avant où il y a eu une conférence, et vous irez sûrement aussi sur le stand de la police scientifique. La police scientifique recrute énormément de chimistes, c'est très important, des biologistes et des chimistes, et souvent des chimistes qui sont dans les domaines de l'analyse des molécules, parce que quand on va sur une scène de crime et qu'on récupère des échantillons, il faut faire une analyse biologique bien sûr, mais ensuite il faut faire une analyse chimique, donc ça c'est très important. C'est aussi dans ce domaine-là que travaillent les gens du dopage par exemple, hein. Et donc c'est un des grands domaines de la chimie dans lequel on a beaucoup d'emplois. Ensuite, il y a la caractérisation, l'élaboration et la mise en traitement en forme et en traitement des matériaux. Donc ça, c'est pour tout ce qui est chimie des matériaux, des polymères, des batteries, etc. Et le quatrième domaine qui est très important, c'est ce qu'on appelle l'instrumentation. Et c'est là où on trouve énormément d'ingénieurs et de techniciens. Parce que la chimie n'est pas uniquement une science où on mélange, on tourne et puis ça change de couleur, hein. Il faut des gros appareils. Donc il faut des lasers, il faut quelquefois même des accélérateurs de particules. Donc il faut des gens qui savent faire marcher tout ça, et on a besoin donc d'un nombre assez important de chercheurs et aussi d'ingénieurs et de techniciens dans ces domaines-là. Alors, on y vient au fameux métier de la chimie, mais c'est surtout les différences des métiers. Alors j'insiste sur le fait qu'au CNRS, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a en gros 3 grands métiers. Métier de technicien, métier d'ingénieur et métier de chercheur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chercheur? Un chercheur, c'est celui qui identifie un sujet de recherche, il fait l'état de l'art, parce que bien sûr, s'il veut étudier une maladie, ce qu'il va commencer à faire, c'est regarder si par hasard, il n'y aurait pas des gens dans le monde qui auraient travaillé là-dessus. Et il va en trouver, bien sûr, donc il est obligé de faire ce qu'on appelle l'état de l'art, c'est-à-dire de savoir qui a fait quoi et comment. Et ensuite, il va se dire, voilà, les gens ont fait ça, moi j'aimerais essayer de trouver une autre voie, par exemple une autre voie de synthèse de médicaments, où je voudrais essayer de trouver une batterie beaucoup plus efficace, beaucoup plus autonome, dans le cadre d'une batterie de voiture par exemple. Donc il va essayer par rapport à toutes les connaissances qu'il a acquises pendant sa formation, c'est-à-dire 8 années, bac plus 8, il va essayer de trouver de nouvelles voies, essayer de faire de nouvelles expérimentations. Et à ce moment-là, bien sûr, alors il peut les faire lui-même, parce que les chimistes aiment bien faire leurs expériences, mais il va falloir qu'ils s'entourent d'une équipe. Et cette équipe, elle va être souvent dirigée par un ingénieur, qui lui donc a bac plus 5, un baccalauréat plus 5, donc il peut être un master de l'université ou un ingénieur d'une école. Et avec cet ingénieur, ils vont monter des expériences. Voilà. Donc ils vont monter des expériences, ils vont bien sûr faire ce qu'on voit souvent de la chimie, et qui existe bien sûr, mélanger des molécules, mais aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, les analyser, les faire en grosse quantité, et il va s'entourer d'une équipe avec des ingénieurs. Et bien sûr, pour faire tourner tous ces objets dont je vous ai parlé, ne serait-ce que pour faire la verrerie, vous avez vu tout à l'heure, les gens mettaient leurs produits dans des verres et tout ça. Bon, là, c'était des petits récipients très, très simples, mais en chimie, on a des fois des montages, ce qu'on appelle des montages chimiques très complexes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un peu des travaux pratiques en chimie, mais bon, on a des petits ballons, mais des fois on a des ballons un peu plus compliqués. C'est très difficile à faire, hein. Ce sont des maîtres verriers qui font ça, et ce sont des gens qui ont des CAP, des BEP, des bacs professionnels, des licences professionnelles, et qui sont donc regroupés sur ce qu'on appelle le métier de technicien. Donc pour vous dire que, quelle que soit votre formation, que vous soyez CAP, BEP, licence professionnelle, vous pouvez être technicien. Ensuite, si vous êtes bac plus 5, vous pouvez être ingénieur, et puis si vous êtes bac plus 8, vous pourrez être chercheur. Voilà, donc ça c'est ce que je viens de vous dire, quoi, hein. Donc on a ces trois métiers-là. Alors maintenant, comment qu'on rentre au CNRS? Alors c'est très simple pour rentrer au CNRS. On passe un concours. Alors certains de vos collègues m'ont dit, oh là, qu'est-ce que c'est un concours? C'est encore un examen? Oui, c'est un peu comme un examen, mais enfin ça diffère très peu de ce qu'on appelle un entretien d'embauche. Bon, sauf que nous, on fait souvent un petit examen de dossier, on examine votre curriculum vitae, on examine aussi votre lettre de motivation. Quelquefois, quand c'est bon,
on vous demande de venir au CNRS pour passer un écrit, pour vérifier que les compétences que vous annoncez, les diplômes que vous annoncez sont bien en adéquation avec le poste que vous voulez occuper, c'est-à-dire que ce que vous avez appris va vous servir véritablement pour faire ce que vous voulez faire. Bon. Et puis ensuite, si ça marche, eh bien, on vous fait revenir une troisième fois, et là on vous auditionne, c'est-à-dire on discute avec vous sur vos motivations, pourquoi vous voulez rentrer au CNRS, pourquoi la recherche ça vous intéresse, et après on vous recrute. Donc c'est exactement en fait ce qui se passe dans les entreprises privées, mais nous on appelle ça un concours. Alors il y a une différence par contre avec le privé, c'est qu'au concours il y a plusieurs gens qui sont reçus. Et le principe il est très simple, c'est que le premier il choisit là où il veut aller, le deuxième choisit ce qui reste, etc. D'accord ? À l'issue de ce concours, vous serez fonctionnaire de l'État. Alors fonctionnaire de l'État, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous serez comme vos enseignants, des gens qui sont payés par le ministère et donc par la manne publique, donc par les impôts. Vous, à part si vous faites de très très grosses bêtises, vous ne serez pas licencié, d'accord ? En contrepartie, votre salaire sera légèrement moins élevé que celui que vous auriez dans l'industrie, au départ, c'est vrai. Alors, si vous voulez, tout à l'heure, on parlera un peu des salaires en gros. Les salaires sont entre 15 et 20% moins élevés au CNRS au début de carrière que dans le privé. Par contre, je ne vais pas vous raconter ça parce que c'est un peu loin de vos préoccupations. Sachez que le salaire augmente au fur et à mesure et qu'en fin de carrière, les conditions de calcul de votre retraite sont plus favorables. Donc, ce qui fait que si on regarde la somme d'argent que vous toucherez tous les mois pendant toute votre carrière, in fine, vous aurez un parcours salarial qui est tout à fait acceptable. Et si vous voulez qu'on parle des salaires, sachez qu'au CNRS, on gagne entre le SMIC et 6 fois le SMIC à peu près. Hein ? Donc pour un technicien, en gros, on gagne aux alentours de 1200 à 1800 euros net, hein, je parle net dans votre poche, hein, par mois. Pour un ingénieur, on gagne entre 1800 et 2500 euros net par mois. Pour un chercheur, on gagne entre 2500 et 3500 euros net par mois. Et pour un directeur de recherche, on gagne entre 3500 et 5500 euros net par mois. Alors je ne sais pas si vous savez quel est le salaire moyen d'un Français. Qui a une idée de quel est le salaire moyen d'un Français net ? Oui ? Alors 2100, c'est un petit peu élevé. Alors c'est toujours le problème des moyennes. En tout cas, ça oscille entre 1800 et 2000 euros. Hein ? D'accord. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les salaires du CNRS sont tout à fait honorables, voire très honorables. Et il est évident que plus vous aurez fait d'études, plus vous aurez des compétences acquises, plus vous gagnerez de l'argent. Ça c'est évident. Mais il faut parler d'argent parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout tabou. Et sachez qu'on gagne bien sa vie au CNRS. Et théoriquement, on n'a pas de période de chômage. Voilà. Donc j'en ai fini. Bon, là, c'est un petit site, mais si on vous donnera, sur le site, là, en fait, on a recréé une maison dans laquelle vous cliquez sur les différentes pièces et vous vous rendez compte que quand vous appuyez sur un tableau, par exemple, c'est de la chimie parce qu'il y a de la peinture, parce que pour restaurer les œuvres d'art, il faut de la chimie, etc., etc. Donc, j'en ai fini. On a à peu près, je crois, un quart d'heure, 20 minutes de questions, si vous avez des questions, bien sûr. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas, hein. Pas tous en même temps, mais n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre. Si je peux. Oui ? Vous voulez poser une question ? Personne de courageux pour poser des questions. Ce qui vous passe par la tête au niveau de la chimie, peut-être que j'ai oublié des choses, peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas dit que vous vouliez entendre sur les métiers, sur la façon dont on rentre au CNRS, sur les études, enfin sur ce que vous voulez. Pas de questions. Vous n'arrêtez pas de parler tout à l'heure. Hein. Tiens, vous là-devant, là, vous n'avez pas une question à me poser ? Allez-y, posez-moi une question. C'est quoi le centre le plus proche de nos gens ? Alors,
Vous avez entendu la question? Ouais, donc, il m'a posé la question. De Nogent-sur-Marne? Oui. Quel est le centre le plus proche de Nogent? D'accord. Alors, bon, pour moi, Nogent, c'est la région parisienne, hein, c'est l'Île-de-France. Donc, il y a 63 laboratoires du CNRS en région Île-de-France. Alors, à côté de Nogent, il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un spécifiquement à côté de Nogent, mais il y en a partout en région parisienne. Donc, sur Paris, bien sûr, il y en a une grosse quantité, hein, mais il y en a aussi à Givry-sur-Yvette, il y en a à Palaiseau, il y en a à Orsay, il y en a à Saint-Denis, il y en a vraiment partout dans toute l'Île-de-France. Vous êtes de Nogent, sur Marne? D'accord. Oui? Ah bon, J'ai une question. Oui, ben, je vous Merci. CNRS, c'est un organisme qui est en relation avec énormément de correspondants étrangers, je suppose. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur le rayonnement international du CNRS à travers votre expérience? Vous m'avez dit que vous voyagiez beaucoup, je suppose que c'est pour le CNRS, oui. Hein, pas seulement pour le tourisme. Ouais. Non, je ne pense pas. D'ailleurs, je suis chimiste organicien de synthèse de produits naturels, donc de médicaments. Donc j'étais amené à me déplacer beaucoup en conférence. Et depuis quelques années, je suis à la direction du CNRS et je m'occupe justement du partenariat industriel international. Donc je connais bien le rayon, si j'ose dire. Donc le CNRS entretient des relations extrêmement fortes avec ses laboratoires dans le monde entier. Hein. On a, par exemple, en chimie, rien qu'en chimie, 30 laboratoires à l'étranger. On en a aux États-Unis, on en a en Inde, on en a en Russie, en Chine, on en a au Japon, on en a vraiment dans le monde entier. Et on a aussi développé de grandes collaborations à l'étranger avec les industries. Il faut savoir que les industriels français sont aussi implantés, par exemple en Chine. Solvay, qui est sur le site, là, vous verrez, a une unité conjointe avec la nôtre à Shanghai. Ils travaillent sur donc, les matériaux durables. Je viens d'aller à Tokyo, inaugurer avec une autre entreprise qui s'appelle Saint-Gobain, un laboratoire au Japon. Un laboratoire qui travaille sur les matériaux intelligents pour la maison. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est la paire, ça vous dit quelque chose? Oui. La paire, il n'y en a pas deux. Bon, ben, la paire, il n'y en a pas deux, ça appartient à l'entreprise Saint-Gobain. Et la paire, il n'y en a pas deux, c'est des ciments. Et les ciments, c'est de la chimie. Donc, il y a aussi les verres des maisons. Vous savez qu'on est en train d'inventer des nouveaux verres. Hein. Il y a des verres qui changent de couleur, des verres qui deviennent, qui arrêtent d'être transparents, par exemple. Ça, c'est vachement intéressant parce que c'est-à-dire que vous pouvez faire des séparations. Quand vous voulez, vous appuyez sur un bouton, le verre est transparent. Et quand vous appuyez sur un bouton, le verre devient, on dit opalescent, c'est-à-dire devient trouble. Et donc, ça vous permet de séparer les choses. Donc, on vient d'ouvrir un laboratoire avec cette entreprise au Japon. Donc en fait nous créons carrément des laboratoires à l'étranger dans des disciplines où il faut savoir que certains pays ont des spécificités, sont très forts dans certains domaines où nous on est un peu moins forts et là on peut faire des collaborations très importantes parce que ça complémente nos connaissances. Et vous pourrez, bien sûr, si vous rentrez au CNRS, aller travailler à l'étranger, c'est même plutôt conseillé. Et vous serez amené de toute façon, en tant que chercheur ou ingénieur, à participer à des conférences internationales dans lesquelles vous viendrez expliquer vos recherches. Et ça sera souvent en anglais. Pour ça, j'insiste sur l'anglais, qui est une langue qui est quand même le véhicule, à l'heure actuelle, le véhicule de la science, parce qu'on l'écrit en anglais de façon à ce que tous les gens puissent nous comprendre. Et en tant qu'ancien directeur des ressources humaines d'un groupe international en chimie, je vais complètement dans votre sens. Hein. Malheureusement, quelquefois, on recrute des ingénieurs extrêmement brillants. Oui. Et la première chose qu'on fait avec eux, c'est de les envoyer en stage d'anglais, ce qui est quand même un petit peu dommage. Oui, oui. Donc prenez plaisir, hein, c'est pas un gadget, prenez plaisir à apprendre les langues, notamment l'anglais, et maintenant de plus en plus une autre langue aussi. Oui, hein, c'est là-dessus que votre avenir professionnel pourra se jouer. Le chinois, le japonais, toutes les grandes puissances. L'anglais, hein? Bien. Pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Tout à fait. Merci pour votre attention, votre grande assiduité. Merci.
Vous parlez